Donc, bonsoir à toutes et tous. Merci d'être restés dans la salle en si grand nombre, puis à ceux aussi, ceux et celles qui sont en ligne. Je m'appelle Caroline Lapierre, je suis agronome et analyste agriculture et système alimentaire chez Équiterre. Donc, un grand merci pour votre présence ce soir. Comme ma collègue Nadine l'a si bien dit, la question du sol, c'est cher à notre cœur chez Équiterre. Également, l'importance donc de protéger les terres agricoles et de cesser de bétonner ce sol qui nous nourrit. On vient de terminer le visionnement d'Humus. Peut-être que, comme nous, vous avez été émus, inspirés. On imagine aussi que vous avez 1000 questions et réflexions à partager à nos panélistes. Donc, sans plus tarder, on va passer à la phase de discussion collective de la soirée. Tout d'abord, je vais vous présenter nos panélistes. Sachez que suite à leurs interventions, il va y avoir une période de questions. Donc, un moment d'échange. On va alterner entre les questions dans la salle et les questions en ligne. Donc, on va se promener avec un micro pour ceux et celles qui sont dans la salle. Donc, il suffira de lever la main. Et puis, Nadine est fidèle au poste pour nous faire parvenir les questions. Donc, je vais regarder mon téléphone. C'est pour des fins professionnelles seulement. Voilà. Donc, on a le plaisir ce soir d'accueillir Carole Poliquin, Marie-Élise Sanson et Sébastien Anger. Carole est réalisatrice chez les productions ISCA. Est-ce qu'on dit ISCA? ISCA. Parfait. Elle a étudié l'interprétation au Conservatoire d'art dramatique de Québec de 1974 à 1980. Elle vit en Turquie où elle tourne ses premières images avec son associé des premières heures, Ishak Isitan. De retour au Canada, elle réalise et produit des documentaires sur le monde du travail, la mondialisation, l'appropriation privée des biens communs et l'environnement. Ses œuvres ont été primées au Québec et à l'étranger. Donc, Marie-Élise Sanson est professeure adjointe en sciences du sol à l'Université Laval. Agronome diplômée du baccalauréat en agronomie et de la maîtrise en sol et environnement de l'Université Laval, Marie-Élise a réalisé un doctorat en co-tutelle à l'Agrocampus Ouest en France et à l'Université Laval. Ses champs d'expertise incluent l'agropédologie et les cycles bio-géochimiques, ça vaut cher au Scrabble, de la matière organique des sols. Ces travaux ont permis, entre autres, de mieux anticiper l'effet de différentes pratiques agricoles sur le rendement des cultures, la fertilité du sol et le stockage de carbone dans les sols agricoles. Sébastien Anger, agriculteur régénératif, designer biodiversité à la ferme de l'Odyssée. Depuis 2007, Sébastien pratique l'agriculture de conservation biologique sur sa ferme située à Sainte-Monique de Nicolet. Agronome de formation, sa passion profonde a toujours été d'optimiser le potentiel de la santé des sols. Il cherche à minimiser ses interventions et ainsi aider la terre à retrouver sa biodiversité naturelle. Pour ce faire, il a su miser sur des designs culturaux novateurs, redéfinissant ainsi le visage de l'agriculture au Québec. C'est un peu comme si on faisait de la permaculture à grande échelle. Curieux et créatif, son laboratoire à ciel ouvert lui permet d'être l'artiste accompli qu'il est aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été disponible pour venir participer au panel ce soir à vous trois. Je commencerai simplement en vous posant la question, surtout pour Marie-Élise et Sébastien, qu'est-ce que le film évoque pour vous? Puis, qu'est-ce que vous pensez que c'est l'état de notre lien avec le sol? Vous avez des micros, puis vous pouvez les allumer en Allô? OK, bon. Je vais commencer. En fait, c'est un film qui me touche profondément parce qu'il nomme tellement de profondeur. Carole, tu as saisi dans ce cas ce que François et Mélina portent, c'est incroyable. Tu sais. Il y a tellement de mots, la relation à la nature, la relation donner et prendre, la complexité que la nature a là, les modèles sociaux, la pression économique, les pressions sociales, il y a tellement toutes les vulnérabilités que l'agriculteur porte. Tu sais, c'est construire un processus avec la nature, hein? Puis les possibilités de faire des erreurs sont immenses. Puis la notion de créer des communs avec des communautés, de partager nos expériences avec les agriculteurs, l'importance, redéfinir les modèles. Puis tu sais, François et Mélina, je les vois pas juste comme des agriculteurs, je les vois comme des artistes aussi, dans la création d'un sens avec plus grand que soi. Fait que c'est les éléments qui me touchent le plus dans ce film-là. La relation au sol, de l'empathie.
maintenant, se mettait à la place des plantes, wow, puis la question, puis tous les questionnements qui sont abordés, puis est-ce que c'est à la nature à se mettre, à se plier à la complexité de l'homme, ou c'est à l'homme à se plier à la complexité de la nature? Cette grande question-là, je pense qu'en posant les questions, la réponse est facile. Fait que c'était des éléments-là qui me viennent. Puis quand je voyais François pleurer, ça me touche tellement parce que la porte aussi cette vulnérabilité-là incroyable. Les enjeux, quand tu fais pas de la peinture à numéro comme tout le monde, c'est vraiment tough. Là, fait que c'est ça. Marie-Lise? Ça fonctionne? Oui, ben merci Sébastien, c'est beau ce que tu dis, puis c'est beau ce que tu fais. Puis c'est pas facile de prendre le micro après. J'aurais dû parler avant, finalement. Mais merci pour ça, puis merci pour ta vulnérabilité, puis pour ton travail. Puis merci aussi, Carole, pour ce film. C'est une voix que j'aurais aimé avoir ou que j'essaie d'avoir à tout le moins avec les étudiants qui s'inscrivent dans mon cours de genèse et classification des sols à l'Université Laval, puis qu'ils le prennent parce que ils ont entendu dire qu'ils n'étaient pas pires ou parce que ça fait partie de leur cheminement, mais qui s'assoient en classe puis qui ont cette espèce de monde-là à découvrir que en tant que société, on a besoin de se remettre, de se rebrancher, les pieds dans la terre, les pieds dans le sol. Moi, j'ai eu ce déclic-là pendant mon bac, justement, à l'Université Laval en agronomie. On m'a parlé des sols, de tout ce qui se passait, de l'invisible là-dedans, puis de l'importance aussi. Puis ça a été tellement une révélation pour moi, puis un coup de foudre, je dirais même, puis une passion pour les sols. Puis dans ce film-là, c'est ce que je vois. Je me dis, enfin, les gens vont voir pourquoi je suis passionnée comme ça par les sols, pourquoi c'est aussi important. Puis ça, moi aussi, ça me touche énormément parce que c'est un message que j'essaie de porter à la grandeur de ce que je peux faire, des qualités puis du travail que j'ai. Mais de voir ce film-là, pour moi, c'est ce que ça évoque. Donc, merci. Merci. Comment ça résonne en toi, Carole, de recevoir leur témoignage? C'est l'élément Peut-être que oui, OK, et toi. C'est l'élément d'émotion que vous apportez me touche beaucoup. Ce film-là est assez différent des films que j'ai faits précédemment, où depuis 40 ans, je fais des films où je sors mon drapeau, puis je monte aux barricades, puis je dénonce les inégalités, les dysfonctionnements du capitalisme, les problèmes environnementaux, sociaux, économiques. Puis j'ai plusieurs petites histoires que je vais juxtaposer, puis souvent, des experts qui viennent ponctuer, éclairer, approfondir un petit peu les choses qui ont été dites et dont on a été témoin dans les histoires. Et là, ce film-là, je l'ai commencé un peu avec le même esprit, de faire quelque chose pour dénoncer l'état des sols dans le monde. Puis, je pourrais faire un petit bout de millage aussi sur comment j'ai appris ça, comment le cheminement. Mais mettons que pour finir la première histoire, c'est que là, je me suis rendu compte que de prendre une famille, une histoire, de ne pas en suivre 50, aller partout dans le monde, en Afrique, en Asie, comment ça se passe. En fait, j'aurais pu parler comment ça se passe, la dégradation des sols et comment les gens réagissent et trouvent des solutions, chacun selon leur climat, leur pays et tout ça. Alors, c'était un peu le parcours que j'aurais pu faire, auquel je m'attendais moi-même de faire. Mais en cours de route, avec ma recherchée Sylvie Lapointe, je l'avais branché un peu sur l'idée des sols vivants. Ça serait peut-être, les gens ont besoin d'espoir. C'est pas juste de dénoncer une situation. Il y a depuis 40 ans que je dénonce, puis au lieu de s'améliorer, j'ai l'impression que les choses empirent. Puis j'ai pas juste l'impression, je pense que vraiment tout empire, la dégradation de l'environnement, on le sait, mais les inégalités aussi.
on a un sentiment d'impuissance. Alors, j'avais le goût de donner des pistes. Et donc, je parlais des sols vivants, on va faire quelque chose là-dessus, la régénération. Imagine juste le mot régénération des sols. Mais je me disais, c'est la régénération de la pensée qu'on a besoin. Il faut effacer tous les vieux schémas qu'on a, penser autrement, penser de nouvelles relations avec la nature. Puis il y avait chez moi aussi un état d'émerveillement quand tu commences à lire sur c'est quoi les sols, les vers de terre, les bactéries, des champignons, les mycorhizes là, qui peuvent aller des dizaines, des centaines de kilomètres, puis jouer des rôles de le web, comme le web souterrain. Le champignon, il va chercher des nutriments pour telle plante. Elle a besoin, ah non, l'autre a besoin d'autre chose. Envoie donc, va acheminer les nutriments. Les bactéries, j'ai fait quasiment un cours pendant la pandémie, j'ai un peu suspendu le tournage aussi, puis j'ai eu l'occasion de faire des lectures beaucoup plus larges que ce qu'il y a dans le film, là, sur l'évolution de la vie sur Terre. Je capotais, parce que toutes nos mitochondries sont faites de bactéries. Non seulement on descend de bactéries, mais on est aussi le résultat de coopération entre des espèces. Puis là, ça démolit tous les schémas qu'on a. Ça veut dire, si ce n'est pas juste la compétition qui est le moteur de l'évolution, mais que c'est la coopération, qu'est-ce que ça nous dit? Moi, ça m'a ouvert des portes, un émerveillement, une passion. Là, puis je dis, comment ça se fait qu'on n'en sait pas plus là-dessus? Comment ça se fait aussi que ce n'est pas dans tous les journaux, qu'il nous reste pour 50 ans, 60 ans de récolte de terres arables? Fait que c'est toute cette motivation-là qui m'a amenée. Puis le fait, comme je parlais de ça avec la recherchiste, elle a dit « Hey, mon producteur de panier bio, François, Mélina, ils parlent rien que de ça, eux autres aussi, des sols vivants. » Ça fait qu'elle nous a mis en contact. Puis c'est là que j'ai décidé, je ne vais pas faire le tour du monde. Je pense que de suivre sur 2 ans une famille, tout à chaque jour qu'on arrivait, il y a des questions qui se posaient, des situations qui arrivaient, qui me faisaient, qui me donnaient le sentiment que j'allais pouvoir vraiment couvrir très large, à peu près couvrir tous les sujets qui m'intéressaient, qui sont tous là. J'ai l'impression que chaque séquence du film pourrait donner lieu, ouvrir une autre porte, puis faire une autre demi-heure rien que là-dessus, là. Mais ça sera pour un autre film. On a hâte à la suite. Donc, un film qui a été fait différemment du processus habituel, qui est allé plus en profondeur, en lenteur aussi, parce que vous aviez couvert plus qu'une année, puis qui misait beaucoup sur être inspirant. Le mot de la fin, c'est un peu se rallier au vivant. Moi, je trouve que c'est un beau un cri de ralliement. Ouais. Est-ce que ça a été reçu différemment des autres films? Est-ce qu'il y avait plus d'ouverture? Est-ce que ça crée plus d'engouement? Parce qu'on voit dernièrement dans les journaux beaucoup plus de publications sur l'agriculture. Moi, je sens en tout cas là, les gens sont davantage intéressés. Est-ce que vous sentez la même chose? Depuis que le film est sorti, je trouve qu'il y a comme un momentum. J'ai eu beaucoup de mal à le financer, le film, parce que je me faisais dire « Oh, démarche impeccable dans la lignée de tes autres, de ta réflexion, scénario remarquable. » Mais arrivé sur la table à la fin, là, on a de l'argent pour 8 projets, puis il y en a 12 très bons. L'agriculture, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, c'est pas très hot. Ça intéresse, je me suis fait dire par une télé, ça intéresse personne, l'agriculture. Puis j'ai présenté le film, là, mais je pense que j'ai réécrit le scénario 15 fois. Première fois de ma vie, là, j'ai une carrière, j'ai fait des films que je finançais, j'écrivais le scénario. Puis celui-là, il a dit, y a-tu quelque chose, là? Faudrait-tu que je sois une vedette? Tu sais, parce que les télés vont beaucoup pousser aussi pour que tu ailles chercher... tout le monde est assis sur des sièges éjectables, puis tout le monde est un peu esclave des codes d'écoute, puis s'ils ne performent pas, l'agriculture, si eux qui sont à la tête des réseaux, des directeurs de programmation, pensent que ça intéresse personne, c'est qu'il y a un problème, là, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'épouvantable qu'on est en train de vivre, là, mais ça, avec le réchauffement climatique, l'extinction de la biodiversité, puis la perte de sol arable, c'est une recette pour exterminer l'humanité, la moitié, le 3/4 de l'humanité. Là. Il y a quelque chose
faudrait faire une projection, pas une projection, mais une diffusion à Radio-Canada en heure de grande écoute avec un panel at large là, pour amener ce sujet-là sur la table. Donc, au départ, moi, je dirais que c'est à cause de la pandémie que j'ai eu de l'argent. Parce que quand il y a eu la pandémie, là, tout d'un coup, la raison pour laquelle il me refusait mon scénario, à savoir que c'était pas sexy, que ça intéressait personne, ben là, tout d'un coup, il y avait la question on n'est pas autosuffisant, on dépend des travailleurs étrangers, tout ce qu'il y a ces tablettes, ça vient d'ailleurs. Ah, OK, ben là, tout d'un coup, c'est devenu comme pertinent. Et je trouve que là, depuis que le film est sorti, il y a aussi un momentum. Il y a la semaine verte, on dirait que depuis le mois d'octobre l'année passée, ils ont découvert les sols vivants. Ils ont fait, je ne sais pas combien d'heures à toutes les semaines. Là, pardon. C'est tous des sujets qui touchent à ces questions-là. Alors, j'ai bon espoir que ça va. Et puis, juste ce soir, avec le nombre de personnes que Équiterre a réussi à intéresser au sujet, bravo Équiterre, avec tous vos partenaires, merci. Au-dessus de 700-800, près de 800 personnes ce soir. Donc, inscrite, on va avoir les statistiques post-événement. Mais oui, on mange 3 fois par jour, puis on sait que l'agriculture, c'est une des solutions. Si on change notre façon de produire, on va être capable de nourrir tout le monde, de lutter contre les changements climatiques. Il y a plein d'avantages à faire ça. Puis pourtant, effectivement, on en parle très peu. Qu'est-ce qu'on pourrait... tu l'as nommé, Carole, là, il y a l'urgence climatique. Est-ce qu'on en fait assez pour assurer la santé des sols? Puis pour parler d'agriculture, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Marie-Lise, au niveau de l'enseignement, est-ce que c'est mis de l'avant la santé des sols? Oh là là. Dans mon temps, quand j'ai fait mon bac en agro, on était 120 étudiants. Nous étions 3 en sol et environnement. Les autres étudiaient les plantes ou les animaux. Les sols, ce n'est pas sexy. Les sols, ce n'est pas sexy. Pourtant, c'est la base de nos civilisations. Il y a des civilisations entières qui se sont éteintes à cause qu'ils ont épuisé leur sol. On est en train de faire la même chose. Au niveau, ça c'est mon opinion personnelle, mais effectivement, je pense que juste le nombre d'agronomes qu'on forme, qui ont une compétence en ça, qui sont capables d'aller au champ, de regarder ce qui se passe. Des fois, c'est des problèmes physiques, des fois, c'est des problèmes chimiques, des fois, c'est des problèmes biologiques. Mais de travailler avec le producteur, de faire un accompagnement, etc., il y a un grand besoin, mais je dirais que ça va encore plus loin que ça, c'est-à-dire que peut-être que c'est la mobilisation citoyenne qui pourrait faire changer les choses, mais comme je disais, c'est la base de notre société, les sols, puis à mon sens, à moi, ça va prendre des grands changements de la part des instances gouvernementales aussi pour faire une différence concrète, parce qu'on est dans un libre marché, on traite les denrées alimentaires comme n'importe quel autre produit. Puis après, nos producteurs qu'on a, ce sont ceux qui décident de prendre des risques, de dire, pour moi, pour mes valeurs, je vais le faire, mais je vais peut-être me planter parce que je suis le premier à le faire. Hein, Sébastien, ça arrive-tu qu'on se plante des fois? Ça arrive qu'on se plante, hein? Plus que jamais. Oui, fait que je te laisse la parole là-dessus. Des solutions, il y en a. Okay? C'est des éléments que je réfléchis tous les jours. Par où que je commence? Moi, je crois beaucoup à la notion de la biodiversité soutenue par la communauté. Moi, je pense qu'il faut mesurer ce qu'on ajoute. Il faut modifier le leadership social et monétaire, en termes de reconnaissance sociale et monétaire. Puis je pense qu'il faut commencer par mesurer la biodiversité. Puis un coup qu'on a mesuré cette biodiversité, on va pouvoir créer du sens aux consommateurs. Puis pour moi, puis pour même les banques aussi. C'est exemple, parce qu'il faut voir c'est qui nos acteurs qui nous appuient. Puis actuellement, je regarde les banquiers, là. C'est des fournisseurs très importants. Je dis tout le temps que les agriculteurs, c'est des clubs. Moi, je suis en grande culture. Hein. Je ne suis pas dans un mode de même petite fermette là, panier. Je suis un modèle plus grand. Puis, tu sais, ça coûte des millions de dollars mettre en fin d'agriculture. Puis, puis les banquiers, ils financent le modèle qui est éprouvé, que tout le monde pense. C'est la peinture à numéro. Puis quand, l'autre fois, j'ai rencontré mon banquier, là, puis j'ai dit, regarde, là, je suis en train de faire un placement en vers de terre et champignons. Puis là, mon ver de terre et champignons, il va me donner un dividende dans 4-5 ans. Okay? Mais là, l'année que je fais mon placement, je ne peux pas avoir l'argent de la récolte puis faire le placement en même temps. Okay?
Mais là, il dit, mais Sébastien, si tu te compares aux autres, tu es le moins performant de la gang financièrement. Mais oui, mais je suis en train de faire le placement champignon puis vers de terre. Puis là, j'ai monté le beau le vers de terre, le turicule. Elle ne comprenait rien, mais il vous manque ça dans votre bilan, dans le bilan financier. T'sais. Mais il faut les donner. Si on ne mesure pas ça, on peut pas, le banquier ne peut pas le savoir, le consommateur ne peut pas le savoir. Il faut commencer par mesurer. Puis moi, il faut mesurer ce qu'on ajoute. T'sais, moi, je rêve que c'est sur les tablettes. Le carbone qu'on ajoute, on mesure les abeilles qu'on ajoute, les vers de terre qu'on ajoute, puis les fleurs qu'on ajoute. Parce que dans la nature, si tu veux enlever quelque chose, c'est nécessairement si tu veux rajouter quelque chose, il faut nécessairement que tu enlèves quelque chose. Puis il faut donner aussi de la souplesse aux agriculteurs. Je crois aussi beaucoup à la créativité du on-farm research, désolé l'anglicisme, la recherche à la ferme. Okay? Je crois profondément à la créativité et à l'intelligence des agriculteurs. Puis aux émotions, la connexion qu'ils ont avec la terre. Là, je n'ai rien contre les modèles scientifiques, Marie-Élise, mais c'est que ça ne se pose pas. C'est juste que des fois, un scientifique est dans un besoin de publication, il faut que ça soit vrai à 95%. Okay? Moi, si je prendrais des décisions à 95% de validation, je ne ferais plus d'agriculture. Okay? 80%, ça me suffit. Okay? Puis, aussi, c'est que qu'est-ce qui influence aussi mes décisions? C'est beaucoup plus l'histoire de mes chums que les conférences du mois de février. Okay? Parce que, tu sais, les conférences du mois de février, on a tout du plaisir. Là. Au mois de février, on écoute ça, les graphiques, carbone, azote, machin truc, c'est wow. Tu sais, on a wow. Tu sais. On est tous impressionnés, on a de l'admiration pour ça, on respecte ça, on a besoin de ça. Sauf quand c'est le printemps, tu as la marge de crédit qui est bouchonnée dans le plafond, il annonce la pluie dans 2 jours, ton tracteur est brisé. Le graphique, là, qu'il fallait que tu mettes moins d'azote ou il faut que tu fasses telle intervention, tu t'en rappelles plus. OK? Mais l'histoire de ton chum, là, okay, qui t'a challengé, puis qui n'a pas mis de la diversité végétale, puis que là, il a fait ça de même, lui, tu t'en rappelles, puis il te challenge, puis il t'amène dans l'évolution plus loin. Fait que comment qu'on va partager nos histoires, créer des façons comment qu'on va partager des histoires avec des histoires réelles d'agriculteurs. Pour moi, ça fait partie des solutions concrètes. Tu sais, oh, il y en a plein, mais tu sais, c'est vraiment ces aspects-là de créer des lieux d'empathie. Créer des lieux d'empathie où il n'y a pas de jugement, puis créer aussi des lieux sécuritaires, sociaux et monétaires pour expérimenter, explorer, puis amener. Puis en grande culture, ce qui manque, c'est de la diversité végétale. T'sais, moi, chez nous, j'ai décidé de faire du colza d'hiver, des graines de tournesol, des graines de citrouille. T'sais, je sors complètement du modèle maïs-soya. Je dis, je m'en vais là. Okay? Je ne sais pas ça va mener où. Là. Mais moi, je veux. Puis je crois, tant aussi longtemps qu'on ne sortira pas du modèle maïs-soya dans la grande culture, on est bloqué. Fait qu'il faut offrir aux agriculteurs aussi des clés de rentabilité à se diversifier. Fait que c'est un peu les grandes lignes. Peut-être une dernière question pour rebondir. Après ça, on pourrait commencer avec les questions du public, mais tu as mentionné la notion, l'importance du soutien gouvernemental. Puis là, Sébastien, tu as mentionné la recherche à la ferme, plus de pair à pair entre les agriculteurs. On a un plan d'agriculture durable depuis 2020. Là, on est au tout début là, de la décennie quand même, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que le gouvernement devrait rajouter des couches supplémentaires sur des aspects plus spécifiques pour aider? Moi, il y a un aspect sur le gouvernement. Moi, je pense que sur les tablettes, là, les détaillants ont du pouvoir aussi là, sur l'agriculteur. Ça devrait, pour moi, être les agriculteurs qui ont le plus de biodiversité, qui devraient avoir le privilège de la relation de vendre leurs produits au juste prix dans la synchronicité de leur cycle de production. Pour moi, ça serait ça en premier. T'sais. Puis ça, je pense que c'est pas Sébastien Angier qui va avoir les pouvoirs de faire ça, mettre en place. Mais je suis assurément... Parce que d'avoir l'assurance de vendre son produit, c'est une grande valeur pour un agriculteur. On regarde les systèmes des quotas. Là, les quotas, c'est pas tout parfait, mais ça répond à un grand besoin. Puis pour moi, l'agriculteur qui devrait avoir l'avantage d'avoir son espace tablette, c'est celui qui a le plus de biodiversité. Veux-tu y aller?
je rebondis sur ce que tu dis. C'est tellement vrai l'idée de devoir changer nos critères de c'est quoi qui est productif. Tu sais, ce que tu le racontes si bien, je répéterai pas. Tu sais, c'est tellement clair ce que tu viens de dire. Mais cette dimension-là de dire c'est les vers de terre qui sont. Toi, tu parles de input, ce qui me venait à l'esprit, c'est aussi comme mesurer. Comment mesurer cette biodiversité, comment mesurer notre productivité. Alors là, on récolte, c'est Odette Ménard qui avait dit ça à un moment donné, qui est dans le film, l'agronome du MAPAC d'ailleurs, qui disait ça. Elle dit on devrait comme mesurer non pas les boisseaux à l'hectare, ben c'était important, mais c'est pas que ça, mais les nombres de vers de terre à l'hectare. Fait que c'est notre façon de mesurer qu'est-ce qui est bon pour l'avenir, que c'est pas à court terme, là. On détruit, quand tu dis qu'on détruit, quand on rajoute quelque chose, nécessairement pour faire de la place, il faut détruire quelque chose, mais il ne faut pas détruire du bon, il faut choisir qu'est-ce qu'on détruit, ou en 2 mots, choisir le moindre. Mais donc, cette dimension-là de changer notre rapport à... pas notre rapport, parce que notre rapport au monde, j'allais parler aussi, mais nos critères de rentabilité. Puis ça, ben, peut-être que c'est comme un mouvement, c'est une prise de conscience de tout le monde, puis qu'il faut que ça se transmette peut-être aussi aux banquiers, aux investisseurs. Mais même l'UPA, j'avais lu, c'est un petit entrefilet, puis je ne suis pas trop les nouvelles agricoles, là, mais l'UPA, à un moment donné, il y avait comme un petit entrefilet qui disait que c'était entretenu avec François Legault il y a une couple d'années, puis il disait qu'il proposerait de rémunérer les agriculteurs selon ceux qui ont des pratiques agricoles durables. Donc, il y a comme une question aussi, toi, tu parles d'accès au marché, je trouve ça très intéressant et nouveau, c'est la première fois que je l'entends, puis je trouve ça vraiment intéressant, mais pas juste l'accès au marché, c'est une espèce de sécurité du revenu, là, parce que tu ajoutes de la biodiversité, tu en crées de la richesse. Ce qu'on crée, c'est pas de la richesse, c'est qu'on est en train de détruire la richesse qui a été créée par la nature depuis des millénaires, puis on nous fait croire qu'on crée de la richesse. Ça fait que c'est cette sécurité financière pour le producteur qui adopterait des bonnes pratiques. Je pense que ton film, Carole, permet de commencer à changer notre vision par rapport aux critères. Moi, je propose qu'on organise une projection pour les banquiers. Puis Marie-Lie, je pense que tu avais quelque chose à rajouter. Oui, bien tout ça, on parle tantôt de donner une valeur à ça. Oui, il faut donner une valeur à ça. Ça vient de me venir à l'esprit, là, mais mon Dieu, on nous fait payer des taxes environnementales sur nos télés. On fait payer des taxes environnementales sur nos télés, mais pas sur notre nourriture, tu sais. Être capable de reconnaître cette valeur-là, de la mesurer, je pense que c'est ce qui peut faire en sorte de pousser les choses par en avant, parce que c'est sûr que l'agriculteur, Sébastien, il prend des chances, mais l'agriculteur moyen, à la fin de la journée, il veut nourrir sa famille. Lui aussi, le consommateur moyen, il veut être capable de nourrir sa famille aussi. Donc, ce sont des décisions qui sont prises sur la productivité sur le court terme. Puis c'est comme ça que le gouvernement voit un peu les choses aussi, mais autant finalement pour le consommateur que pour le producteur ou même pour le gouvernement, il y a tellement une valeur à se dire, bien, cette ressource-là, non renouvelable en passant, ça prend des milliers et des milliers d'années avant qu'un sol se forme. Ce n'est pas une ressource qui est renouvelable. Et en tant que société, en tant qu'agriculteur, en tant que consommateur, en tant que gouvernement, de mettre de l'argent pour dire, ben nous, on prend la décision consciente de prendre soin de cette ressource-là pour assurer notre capacité à produire des denrées alimentaires, pas juste là, puis au meilleur prix, puis avec le meilleur rendement possible, mais on s'assure en tant que société que nos terres vont encore être productives puis en santé dans 10 ans, dans 20 ans. Bien, même financièrement, pour le gouvernement, c'est avantageux. Donc, c'est cette valeur-là qu'il faut réussir à faire comprendre aux gens puis au gouvernement, je pense.
Le long terme. Oui, le long terme. Je veux Ouais. rebondir là-dessus. L'autre fois, j'assistais à un vernissage d'un artiste, Martin Beaupré, puis là, il peinturait, puis là, il prenait son arbre, puis là, il avait mis sa toile à l'envers. Puis là, il est en train de peindre son arbre à l'envers. Puis là, je lui pose la question, pourquoi tu peins à l'envers? Ben, c'est parce que c'est plus souple, c'est plus facile, tu es plus dans le flow. En agriculture, c'est quoi, d'après vous, peindre à l'envers? C'est le sol qui décide. Puis, en ce moment, le leadership social monétaire, c'est on impose au sol ce que nous, on a besoin. Okay? Mais si on prendrait attention à ce que le sol a besoin, et que ça serait plus facile, je vous le dis tout de suite. Ben, c'est toute la question de l'humain qui, à un moment donné, l'homo sapiens, à un moment donné de son histoire, ça n'a pas toujours été comme ça. Quand il était chasseur-cueilleur, il était beaucoup plus comme dans un vivant parmi d'autres vivants dont on doit prendre soin aussi si on veut s'assurer de manger demain. Mais là, à un moment donné de son histoire, Homo sapiens, c'est comme extrait du vivant, puis il a dit, nous sommes supérieurs, et c'est nos besoins qui vont prévaloir, et les besoins des petites espèces, la petite grenouille, là, le poisson fouille-roche, là, qu'on protège ici et là. Tu sais, ces œufs-là, leurs besoins ne sont pas importants, alors que il y a plein de mots-clés là, que j'écrivais tous les jours devant mes yeux en faisant le film, et celui d'interdépendance. Découvrir notre interdépendance, c'est découvrir notre vulnérabilité, et ça veut dire qu'il faut prendre soin des besoins, les connaître, parce qu'on ne les connaît pas nécessairement, on ne connaît pas les espèces, on ne connaît pas encore moins leurs besoins, et de voir comment tout ça peut... Et le système économique n'est pas fait pour ça, justement parce qu'on est en court terme. Donc, il y a comme vraiment, au niveau économique aussi, une espèce de mettre la switch à off puis recommencer sur d'autres bases où on met l'interdépendance à l'avant-plan, la cohabitation entre les espèces. En mots savants, c'est ce que j'écrivais dans le scénario, c'était plus passer, ça prend, parce que le film, il y avait humus, humain, humilité, vous avez vu au début, là, c'est d'accéder à l'humilité, de passer de l'anthropocentrisme à l'écocentrisme, de toutes les relations. Le petit poisson fouille-roche ou le petit bébite qu'on va peut-être exterminer, détruire pour faire passer une autoroute ou quoi que ce soit, c'est peut-être rien que dans 10 ans ou dans 100 ans qu'on va s'apercevoir quel rôle il jouait dans la chaîne alimentaire ou dans toute l'interrelation qui va changer l'équilibre des prédateurs et des proies dans un champ, puis après ça, c'est comme... C'est rien que plus tard qu'on va peut-être s'apercevoir de à quoi ils servaient. Puis aujourd'hui, on ne prend pas soin de ces besoins-là. Donc, c'est apprendre à cohabiter avec toutes les espèces. Et François, on a toute une expérience avec le castor. On voit que c'est pas cohabiter avec le sauvage, c'est pas évident. Il prend ses droits facilement. Puis il y a un autre aspect, j'aimerais ça prendre le logo de ma ferme pour l'expliquer. François, il illustre très bien. Je ne sais pas, vous voyez le logo, là. Il y a une petite gerbe de blé avec une petite feuille verte. Ce que j'appelle, moi, c'est l'évolution de l'agriculteur. C'est qu'il y a l'évolution entre la biodiversité consciente, est en couleur parce qu'elle est en conscience. À côté, tu as la biodiversité inconsciente. OK? Les deux sont le reflet du sol. Tu es dans les 4 saisons, les 4 éléments. Puis c'est la biodiversité consciente qui te donne ta direction. Mais moi, je pense que c'est le rôle d'agriculteur de vivre dans ce flot-là, d'augmenter sa biodiversité consciente à chaque saison, puis de comprendre comment que la nature fonctionne. Puis qu'on n'est pas dans un système linéaire d'extractivité. Oui, on peut... On doit passer de la linéarité extractive à la circularité et l'interdépendance.
et comprendre ça et vraiment l'intégrer dans nos systèmes. Et puis, merci beaucoup. On serait rendu à la période de questions. Préparez-vous, ceux qui sont dans la salle, on va bientôt se promener avec un micro. Donc, ça va être... Mais je vais commencer avec une question en ligne pendant qu'on sort le micro pour la salle. Donc, une question qui revenait beaucoup, c'était au début du film, il a été question de la quantité de matière organique que devait contenir le sol, entre 3 et 6 % je crois. Quel est le minimum pour que le sol commence à être considéré comme sain et quel est l'état des sols en agriculture dite conventionnelle? Qui veut prendre la balle? Oui, c'est ça. Professeur. Oui, c'est ça. Oui, on parle depuis tantôt à quel point les sols sont merveilleux. Les sols sont merveilleux, mais ils sont aussi tous uniques et différents. C'est ce qui les rend, une des choses qui les rend aussi merveilleuses. Donc, est-ce qu'on peut vraiment mettre un label qui, à partir de tant % de matière organique, on travaille avec un sol qui est sain, qui est à son maximum? Non. Chaque sol, un sol plus sableux, par exemple, va être naturellement moins riche en matière organique. On ne pourra pas avoir le même taux de matière organique dans un sol sableux versus un sol plus argileux qui retient beaucoup mieux la matière organique, par exemple. Donc, c'est 3 à 6 %, on se dit, bon, dans ces braquettes-là, on se retrouve généralement avec un sol qui n'est pas trop appauvri, etc., en grande culture au Québec. Mais bon, dans le coin de, par exemple, le Kamouraska, on se retrouve avec des argiles lourdes qui ont facilement des 10-12 % de matière organique et parfois qui ne sont pas plus productifs, hein, parce qu'après, il y a des questions aussi liées à l'écoulement de l'eau, par exemple, etc., etc. Donc, oui, il y a une question de matière organique, mais il y a une question, il y a des processus physiques, chimiques et biologiques qui entrent en ligne de compte. Puis, l'élément limitant ne se trouve pas nécessairement toujours au niveau de la matière organique. Puis, encore une fois, au niveau de la biodiversité, c'est sûr que en optant pour la biodiversité, souvent, on fait en sorte d'améliorer de façon conjointe à la fois les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Maintenant, pour ce qui est de l'état de la santé des sols au Québec, ça, c'est un grand dossier. Ça fait plusieurs années qu'on a eu là, un état de fait sur la santé de nos sols agricoles au Québec. En ce moment, il y a l'IRDA, donc l'IRDA, qui est en train de terminer l'étude sur la santé des sols agricoles au Québec. Donc, grâce au MAPAC, il y a eu du financement qui a été mis pour justement faire un état des faits à l'heure actuelle sur la santé de nos sols en grande culture. D'ailleurs, en ligne, il y a Marc-Olivier Gasser qui a fait un webinaire puis qui présente les résultats préliminaires de l'étude sur la santé des sols agricoles au Québec. Donc, je vous invite à le consulter si ça vous intéresse. De façon générale, c'est sûr que nos sols en grande culture, surtout dans les régions comme par exemple en Montérégie. Mon Dieu, je suis vraiment prof, je vais essayer d'écourter. Je donne beaucoup de détails. Bref, en ce moment, ça ne va pas si mal que ça, mais ce qu'il faut comprendre par contre, c'est qu'on est en dynamique de perte très importante dans l'Est du Canada. Donc, dans l'ouest du Canada, ils ont eu, je pense, on en parle dans le film, là, c'est dans le film, le Dust Bowl, c'est ça. Donc, ça a été une prise de conscience pour eux. À partir de ce moment-là, il y a eu des changements importants. Et depuis à peu près 10-15 ans, on voit une amélioration de la santé de leur sol dans l'ouest. Nous, dans l'est du Canada, malheureusement, on est dans le rouge, là. On descend de façon assez importante. Puis oui, c'est un peu en raison de notre agriculture, des pratiques, aussi du changement d'utilisation des terres. On avait la production laitière qui permettait de couvrir le sol de prairies, etc. On s'en va vers des monocultures de plus en plus, donc ça appauvrit les sols. Puis il y a les changements climatiques aussi, c'est malheureux à dire, mais c'est une réalité. Au Québec, on a des stocks importants de carbone dans nos sols, notamment à cause qu'il fait froid et humide dans nos sols, ce qui ralentit la dégradation du carbone, de la matière organique dans le sol, avec le réchauffement climatique. Même si on adopte les meilleures pratiques, c'est possible que nos sols se mettent à perdre la matière organique et à émettre du carbone vers l'atmosphère à cause des changements climatiques. Plutôt que d'être un puits de carbone. Plutôt que d'être un puits de carbone, oui. Qu'il soit, oui. Oui, effectivement. Ouais. Moi, j'aurais un aspect à partager là-dessus. Tu sais, la santé des sols, c'est une grande question. L'analogie que j'utilise, c'est comme percer la santé des sols, c'est comme percer le mystère de la femme. Tu sais, c'est un thème infini. Là, tu sais, c'est comme... Excusez, là, mais c'est ça. Ça illustre très bien c'est infini, en fait. Puis, tu sais, c'est très dur de trouver je trouve que c'est vraiment complexe de définir, de trouver des dénominateurs communs dans toute comment, tu sais, c'est comme tous les micros, comment qu'un sol est construit. Moi, je trouve un des indicateurs vraiment intéressants, ça ne se passe pas dans le sol, c'est au-dessus du sol. Parce que les plantes, c'est le reflet du sol.
Puis je crois que si on calculerait l'évolution de la diversité végétale dans un espace-temps, c'est quand même un très bon reflet de la santé du sol. Parce que si, exemple, un sol a un cycle, je ne sais pas, de 15-20 espèces sur un cycle de 7 ans, je peux à peu près prédire que le sol en dessous, il y a des grandes chances d'être en santé. Fait que, tu sais, on pourrait s'ostiner avec d'autres chercheurs, mais moi, c'est ma lecture personnelle. Je pense de quantifier la diversité végétale serait un excellent indicateur. Il en parlait dans le film, il a dit la diversité crée la fertilité, qui crée la diversité, qui crée la fertilité. Fait que c'est une boucle de rétroaction vertueuse. Est-ce qu'on est une question dans la salle? Oui, bonjour. Alors, merci pour ce magnifique film. Moi, je suis allée récemment dans la région de Tadoussac et puis dans la Malbaie. Puis je parlais avec des gens qui me parlaient des sols et puis des types de cultures qui sont possibles là, puis des problèmes qu'ils ont parce que les sols en friche qui servent à faire du foin pour nourrir les animaux et puis tout ça. Je me suis dit, étant donné qu'on est dans une période de crise comme ça, est-ce que le milieu universitaire, par exemple à l'Université Laval, prend conscience, en fait, que est-ce que le milieu de la recherche se met au service, par exemple, des groupes citoyens qui voudraient apporter des changements, développer des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des orientations de recherche nouvelles qui se créent en contexte de crise comme ça pour venir outiller ceux qui voudraient développer le territoire de la bonne façon? C'est très, très beau ce que vous dites. C'est très beau. Puis je vous dirais que c'est dans l'air du temps. Je sens qu'il y a un désir à tendre vers ça parce qu'on comprend que ça fait partie de la solution beaucoup plus que d'envoyer des chercheurs dans une conférence à Dubaï se raconter à quel point ils ont bien réussi à faire leurs incubations dans leur chambre de croissance, puis à s'applaudir entre eux, puis à bien se comprendre, mais que finalement, le savoir finit par juste circuler à l'intérieur de la communauté scientifique, puis qu'il n'y a pas de transfert. Puis pourquoi il n'y a pas de transfert? C'est parce que malheureusement, dans notre travail, la façon que tout le monde, chacun a son travail, puis ça fonctionne. Tantôt, Carole parlait de son film qui avait de la misère à faire financer, etc. Moi, si je veux avoir une carrière de professeur, une carrière en recherche, il faut que je réponde aux critères du gouvernement pour qu'il m'accorde de l'argent pour faire ma recherche. Puis le gouvernement, jusqu'à maintenant, ne valorisait pas le transfert des connaissances, ou très, je ne peux pas dire pas, là, mais valorisait très peu le transfert des connaissances. C'est-à-dire que, par exemple, le temps que je prends, moi, aujourd'hui, ce soir, en fait, pour venir parler avec vous, dans mon CV, ça vaut rien. Ça vaut rien, ce genre d'activité-là. Après, moi, j'ai une conscience de me dire, si les gens sont intéressés à notre sujet de recherche, ça va from bottom up encore du sol vers la plante, de la société vers les décideurs. Fait que c'est un peu le pari qu'on peut prendre. Mais c'est ça. Donc, de plus en plus, on voit le gouvernement qui va ouvrir des nouveaux programmes de subvention, justement, qui vont viser des activités de transfert direct vers les citoyens, des activités de laboratoire vivant aussi, de plus en plus. Agriculture agroalimentaire Canada fait de la recherche directement chez les producteurs. On voit de plus en plus ce genre de choses-là se passer. Mais en toute franchise, autant je suis convaincue que ça fait partie de la solution, autant pour nous, c'est un guess à prendre aussi parce que je ne sais pas à quel point dans 5 ans, ces activités-là vont être valorisées. Puis ça va nous permettre finalement de pouvoir continuer à faire notre recherche, pouvoir continuer à avoir de la subvention. Donc, encore une fois, c'est comme un problème un peu systémique, en fait, un changement là, de mentalité aussi au niveau de comment notre société fonctionne. C'est comme si la fonction de professeur-chercheur devait évoluer vers quelque chose de nouveau dans les prochaines années. Moi, j'aurais une petite piste là-dessus. Je pense qu'avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, tous les objets connectés, la capacité de mettre des capteurs sur nos fermes, d'aller lire des informations de la biodiversité, et ainsi de suite, puis de créer comme une communauté d'échange d'agriculteurs qui captent des données, d'avoir des lieux d'échange que ces données-là sont stockées puis sont de façon sécuritaire aussi, mais qu'on peut être en relation avec des chercheurs. Puis que les chercheurs peuvent, nous, être en interrelation parce que moi, je dis tout le temps, on veut voler dans le ciel de l'incertitude, mais l'avion n'existe pas. Okay? Puis je pense que les agriculteurs, c'est eux qui vont concevoir l'avion. Parce qu'ils ont le feeling, nanana.
Mais les chercheurs, ils ont le rôle de nous calibrer nos tableaux de bord dans l'incertitude. Okay? Fait que, tu sais, moi, je pense que la technologie va nous aider, mais ça va, je pense, c'est les aides, ça va vraiment la recherche. Les chercheurs vont venir appuyer les agriculteurs dans l'incertitude du processus qu'on met avec le vivant. Puis je pense que la technologie peut nous aider. Je pense qu'il y a des pistes de solutions, puis ça va peut-être même modifier des façons comment que les chercheurs font leur recherche également. Donc, mettre la technologie au service de la santé des sols puis de l'interconnexion. On m'a fait signe qu'on approchait on approche la fin du temps qu'on avait pour la soirée. On voulait peut-être prendre une question ou deux de plus. Carole, est-ce que rapidement, tu voulais réagir toi aussi? Oh ben mon Dieu, s'il ne reste pas de place pour les questions. Je voulais parler juste brièvement de la caravane des sols. C'était pas par rapport au milieu universitaire, mais ce que vous dites, ça me faisait penser aussi par le transfert de connaissances. Louis Robert, que vous avez reconnu dans le film, avec Odette Ménard, avec leur caravane de santé des sols, c'est ça qu'ils font. Alors, c'est une partie du travail. Je crois beaucoup aussi, puis ça se fait dans des pays comme en Amérique latine, beaucoup là, de campesino à campesino. Là, il n'y a rien de mieux pour convaincre un agriculteur que l'expérience d'un autre agriculteur. Mais le transfert de connaissances de base, on n'est même pas dans le rôle de telle bactérie, parce que Dieu sait qu'il s'en fait aussi de la recherche à ce niveau-là. Mais il y a des choses tellement plus de base. Couverture du sol, biodiversité, c'est vraiment des choses, compaction, donc réduction du travail du sol. Et Odette, bon, là, Louis-Robert a pris sa retraite cette année, mais il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Mais moi, si j'étais au ministère de l'Agriculture, là, ça serait comme 10 caravanes des sols. Eux autres, ils passent leur vie à faire le tour du Québec, puis à expliquer des fins de semaine de temps, 2-3 jours, la base aux agriculteurs. Donc, cette base-là, après, peut-être pour avoir plus des connaissances plus pointues, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est clair, avec les chercheurs. Mais 10 caravanes des sols, moi, je voterais pour ça demain matin, là. Donc, la connaissance, la compréhension terrain, favoriser le pair à pair. Geneviève, à toi. Oui. Bonsoir, je m'appelle Luc Parent. Félicitations, Mme Péloquin, pour le film. Merci, c'était touchant. Ma question est probablement plus dirigée vers Marie-Élise. C'est Marie-Élise ou Marie-Lise? Marie-Élise. Marie-Élise. Dans l'objectif d'avoir une pratique agricole qui vise à enrichir la vie du sol, je serais curieux d'avoir votre opinion sur 4 approches différentes. La première qu'on entend assez souvent, la permaculture. Une autre approche qu'on entend beaucoup parler ici au Québec, c'est la méthode bio-intensive qu'a popularisée Jean-Martin Fortier. Les forêts nourricières, puis finalement la biodynamie. J'aimerais ça vous entendre votre position sur ces 4 différentes approches. Juste un connaisseur ici. Ado pressé. Non, ben c'est une bonne question, mais en même temps, c'est une question holistique puis qui fait appel à des termes aussi un peu holistiques. C'est-à-dire quand on parle de permaculture, on ne parle pas juste d'une façon de cultiver, on parle d'une façon de vivre, etc. Donc, c'est difficile de comparer de façon très, très froide, je dirais, ou très objective ces différentes façons de faire. Après, je vous dirais, les forêts nourricières, c'est merveilleux, puis c'est un beau concept à développer, etc. Mais est-ce qu'on va nourrir la planète, le Québec au complet, avec des forêts nourricières? Est-ce que c'est assez productif? Il reste tellement de travail à faire. Le bio-intensif, c'est merveilleux aussi. Pardon. C'est très bien aussi. Mais je suis obligée de dire que j'ai visité une ferme cet été qui était sous ce modèle-là. Puis, après 4 années, ben, elle a mis la clé dans la porte parce que c'était beaucoup, beaucoup de travail pour très, très peu d'argent. Donc, ce sont tous des beaux modèles. Puis, je pense que plutôt que d'y aller en comparaison ou en opposition, il faut dire que ce sont tous des beaux modèles. Peut-être que pour un agriculteur, peut-être que pour une région du Québec, les forêts nourricières, c'est bien. Peut-être que pour un autre agriculteur, pour une autre région du Québec, le bio-intensif s'y prête mieux. Je pense qu'il ne faut pas chercher la solution.
Je pense que tout ce qui nous permet de couvrir nos sols dans le temps, dans l'espace, d'améliorer leur santé, peu importe ce que ça veut dire en termes, peu importe finalement le terme qu'on décide de mettre là-dessus, l'idée, c'est que ça convienne à la terre, que ça convienne à l'agriculteur, puis qu'au final, finalement, ça nous permette de produire des denrées alimentaires puis de garder nos sols en santé. Moi, je rajouterais des choses là-dessus, je me permets. En fait, je pense que c'est vraiment ce que Marie-Élise a dit, c'est dans ces éléments-là, il y a toutes des petites portions intéressantes de réponses. Pour moi, la permaculture, c'est l'intelligence du design. D'avoir l'intelligence de planifier les choses, d'avoir une telle action, vraiment, c'est l'intelligence du design. Comment on design notre carbone, comment on design la biodiversité. Ça, c'est pour moi l'aspect. Le modèle biointensif, c'est un modèle intéressant, mais ce n'est pas tous les humains qui sont prêts à faire ça. Moi, je suis en grande culture, puis j'ai profondément beaucoup d'admiration à ceux qui font du bio-intensif, parce que c'est quand même un légume, c'est une biodiversité, c'est un processus en soi. Puis, tu sais, quand il faut que tu en réussisses 50, c'est de l'ouvrage en tabarouette, t'sais. Puis, par expérience, là, les agriculteurs qui en réussissent 20 ça la coche sont vraiment hot. Dans souvent à peu près 10-15, tu réussis vraiment bon. 20, OK, c'est correct. Puis il y en a 10 que tu manques ton coup. De façon générale, tu sais, puis ces agriculteurs-là, j'ai beaucoup d'admiration parce qu'ils sont capables de gérer de la complexité d'un niveau là, impressionnant. Okay? Sauf que c'est pas tout le monde qui sont prêts aussi à vivre avec une paye de l'amour en direct. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui survivent parce qu'ils ont de l'amour en direct. T'sais. Mais sur le plan financier, c'est pas tout hot. Okay? Fait que, tu sais, il y a ces aspects-là. La forêt nourricière, moi, je pense que c'est l'aspect de l'agroforesterie, les aspects plus long terme qu'il faut tenir compte dans ça. La relation de prendre des données équilibrées. Puis, la biodynamie, ça, c'est l'aspect plus spirituel un peu. J'ai fait de la biodynamie dans ma carrière. J'ai même été en Allemagne, Mariatoun, j'ai même été je voyageais beaucoup. C'est un thème que j'ai beaucoup exploré. Puis, il y a des éléments, j'ai trouvé que des fois, on dirait qu'on cultivait dans le ciel, puis pas sur la terre. Puis il y a des bases agronomiques en premier à mettre en lien. Je suis conscient que les astres peuvent influencer les plantes, là, ça c'est vrai, là, mais ça se cultive en premier sur la terre. Puis, mais si je regarde, exemple, en agriculture régénérative, les titres de compost, c'est un peu des préparats. On joue avec la biodiversité, les micro-organismes du sol. Fait que, c'est un mélange de tout ça. Puis moi, je pense que l'agriculture est au reflet de l'homme. Fait il va y avoir autant de différentes d'agriculture. Bref, il faut s'inspirer de différents modèles. Il n'y a pas de modèle unique. C'est vraiment ça. On est tous, pour moi, des artistes designers de la biodiversité. Oui, puis je veux juste. Oui, excusez. Oui, on peut applaudir encore, Sébastien. Je veux juste rajouter à ça que quelque chose qu'on oublie aussi des fois, mais il va falloir continuer à faire des grandes cultures, là. Du pain, on va continuer à en manger. Des pâtes, on va continuer à en manger. Donc, justement, oui, les forêts nourricières, le biodynamique, etc. Mais il va falloir continuer à faire du blé, puis du maïs, puis du soya. Là. Donc, c'est ça, comme un peu Sébastien fait. Ben, comment on fait pour que ces systèmes-là, qui sont basés sur la monoculture, comment on les fait pour les rendre plus diversifiés? Comment on fait pour les rendre moins nocifs pour l'environnement? Parce que c'est pas vrai que demain matin, on n'en mangera plus du blé. Là. On mange des graines de citrouille. Puis ce que François me disait, qui n'est pas dans le film, mais que je trouve que ça vaut la peine de le souligner, c'est un peu ce que tu disais aussi, comme quelqu'un qui a un maraîcher qui a 50, 75 légumes différents. Quand il fait de l'agriculture régénératrice, puis qui veut penser à des cultures de couverture, des cultures intercalaires pour couvrir le sol en tout temps. Bon, ben là, c'est toutes des essais-erreurs pour 50 variétés différentes. Pas pour rien qu'à un moment donné, t'es épuisé. Et François disait, c'est paradoxal, mais en grande culture, ça serait beaucoup plus facile. Il n'y a rien de facile, mais tu sais, comparativement, en grande culture, ils ont comme
monoculture. Donc, peut-être c'est ça aussi qu'il faut changer, la monoculture. Mais il y en a même au Québec des agriculteurs qui sont en grande culture, qui depuis 30 ans n'ont pas labouré le sol, puis qui font des cultures intercalaires. Puis il y a certaines machineries plus pointues, plus précises, qui commencent à se développer aussi parce que tu ne vas pas faire à la main 300 ou 1000 hectares non plus, là. Donc, peut-être la monoculture est à remettre en question, mais déjà, le fait que tu alternes, peut-être que c'est une façon de tirer sur l'élastique, sur la définition de monoculture, mais même Odette Ménard, l'agronome du MAPAC, disait, ben, c'est plus de la monoculture parce que à chaque année, tu changes. Donc, sur 3 ans, c'est varié. Puis si tu fais des cultures intercalaires et tout ça. Donc, c'est peut-être gros, puis que les agriculteurs qui sont endettés, puis qui l'ont pas facile non plus, les agriculteurs conventionnels. Il faut se le cacher. Il faut pas se le cacher. C'est pas juste le taux de suicide, c'est comme vraiment le plus élevé, la profession le plus élevée, l'agriculteur. Fait qu'il n'y a pas juste des fantaisistes ou rêveurs comme François ou je ne sais pas si je t'inclus là-dedans, rêveur. Mais Carole, je dirais, en grande culture, la différence, c'est qu'en bas de 50 000, tu ne fais pas grand-chose dans termes de changement. Tu veux changer quelque chose, là, telle machine et tout coûte cher. C'est des équipements, c'est comme. Il faut que tu y penses en tabarouette pour pas te manquer ton coup. Fait que c'est pas juste. C'est ça. La résistance au changement, elle s'explique. Elle s'explique, fait que c'est ça. Ça fait que c'est moins flexible, effectivement. C'est comme, les coûts sont tellement grands, les enjeux sont grands, c'est un peu un obstacle au changement. On est dans un modèle économique où c'est toujours la qualité de ton processus que tu mets en place qui fait ta rentabilité nette. Ouais. Puis la simplification, ben, c'est payant. C'est ce que je vous dis, c'est de même ça marche. C'est des complexités. La nature, c'est complexe. Fait que c'est pas des simples à résoudre. Il faut transmettre de paysan à paysan ou d'agriculteur à agriculteur comment on apprivoise la complexité. Je pense qu'on avait une question. Oui. Bonjour, mon nom est Alexandra. Ma question est pour Carole. Premièrement, en fait, je dois vous remercier sincèrement pour l'opportunité que je puisse être ici avec tout ce beau monde-là, puis qu'on puisse discuter de ces belles questions-là qui sont très importantes pour le futur, pour le présent. En fait, ma question est, parce que moi, je suis bénévole pour l'organisation Sauvons les sols, puis je me fais souvent demander par les citoyens, les consommateurs, qu'est-ce que moi, je peux faire? Parce que j'entends toute cette information-là qui est très déstabilisante, mais qu'est-ce que moi, je peux faire en tant que citoyen pour soutenir les agriculteurs et les mouvements? Moi, ce que je leur réponds souvent, c'est, premièrement, il faut s'informer, ce qu'on fait en ce moment, aujourd'hui, ce soir. On s'informe, puis avec l'information qu'on a, c'est de la partager aux gens. Et puis, une fois qu'on est conscientisé, on peut en parler aux politiciens et écrire, par exemple, un courriel au ministre de l'Agriculture, etc., pour essayer que les politiques soient en place. Ma question pour vous, Carole, est, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles pour l'organisation et d'amis que j'ai qui parlent anglais, puis j'aurais adoré qu'ils voient votre documentaire parce qu'il est extrêmement touchant et c'est tellement beau de voir ces gens-là pouvoir parler de la réalité puis aussi partager leur passion. Est-ce que vous croyez que vous allez faire les sous-titres en anglais pour qu'on puisse le partager au Canada anglais? C'est déjà fait. Ah, okay. Il existe et puis on a fait une petite tentative parce qu'il ne faut pas se le cacher, les publics anglophones, écouter un film d'1h30 sous-titré mur à mur, il faut être motivé. Ce n'est pas le grand public, c'est peut-être des gens qui sont déjà un peu allumés à ces problématiques-là. Alors là, il y a peut-être une petite ouverture, en tout cas au Canada anglais, qui va se faire parce que le film a été sélectionné au festival de films sur l'environnement Planet and Focus qui vient de se terminer. On n'a pas gagné de prix, c'était compétitif, mais il y avait comme un certain nombre de films qui étaient présentés en salle et d'autres uniquement sur Internet. Là. Je ne sais pas encore combien de visionnements il y a eu. Je ne sais pas si c'est populaire dans les milieux, même déjà qui se disent sensibilisés à l'environnement. J'ai hâte de m'informer. Mais le film existe en anglais, donc si vous avez vous pouvez toujours aller. Alors, il y a beaucoup d'informations qui sont sur le site du film même, humuslefilm.com. Pas compliqué,
humuslefilm.com. Puis, il y a des liens directs vers le distributeur. Le film est disponible donc depuis 2-3 semaines là, en français, en anglais, en DVD, en vidéo sur demande, en location, en achat et tout ça. Organiser des projections aussi pour faire circuler l'information. Alors, le distributeur est assez souple pour permettre pas cher des petites projections, puis d'autres plus grosses, là. Alors, c'est souvent des petites projections aussi que les gens ont le temps de plus. Puis c'est pour ça que je fais des films aussi, parce qu'il y a c'est juste une espèce de prétexte pour se rencontrer autour d'un film. Alors, quand tu parlais de créer des lieux et tout ça, bon, des lieux d'échange, moi, j'adore, c'est les soirées comme ce soir où est-ce qu'on nous donne l'occasion Il y a une intelligence collective dans les salles. J'aimerais ça avoir 1 heure de plus pour vous entendre, tout le monde. Tout le monde a des idées. Je serais certaine là, qu'on pourrait faire quelque chose ensemble. Je pense qu'on pourrait continuer longtemps, en effet. On est rendu au mot de la fin. Tantôt, Sébastien, tu as dit que tu avais de l'admiration pour ceux qui faisaient du biointensif parce qu'ils géraient de la complexité. Moi, je pense qu'on peut te retourner le compliment. Je pense qu'on peut aussi remercier les chercheurs, chercheuses qui soutiennent les agriculteurs dans le travail qu'ils essaient de faire et puis les réalisateurs et réalisatrices qui nous aident à prendre conscience de la complexité de faire ces changements-là et de la nécessité de les accompagner. Donc, un grand merci pour votre présence ce soir. Puis je rajouterais merci d'être là parce que pour moi, que vous ayez une curiosité envers qu'est-ce qu'on vit, la santé des sols, pour moi, c'est important. On ne se sent pas seul. Ça fait du bien. Donc, merci d'avoir été là ce soir. Moi, je trouve que ça fait du bien qu'on ne le visionne pas chacun de notre côté à la maison, puis qu'il y a aussi quand même une petite possibilité d'être en présentiel. Ça faisait longtemps. Donc, merci beaucoup. C'est énergisant. J'en profite pour un petit mot pour dire que Équiterre, on est une organisation qui est principalement financée par notre famille de 25 000 membres. Puis des soirées comme ce soir, puis le travail qu'on fait auprès des gouvernements, c'est vraiment soutenu par les membres. Donc, il y a un lien, je pense, qui va apparaître à l'écran. Si vous n'avez pas déjà contribué, tous les montants sont appréciés pour qu'on puisse continuer ce travail-là comme ce soir. Et puis, un petit, je m'excuse, je cherche le mot français, un spoiler, mais on organise quelque chose pour la COP 15. On va faire le lien entre biodiversité des sols et santé humaine. Donc, restez à l'affût. Il y a d'autres discussions intéressantes qui s'en viennent. Merci encore à nos panélistes. Merci pour votre présence. Puis, on vous souhaite une bonne fin de soirée.